Alors, on va continuer avec La Dolce Vita, donc le grand classique de Federico Fellini, peut-être un des films les plus sulfureux de l'histoire du cinéma, un film qui a fait couler énormément d'encre, qui a été hué en 1960 à Cannes, mais qui a eu bon, la Palme d'Or quand même, donc ça prouve un peu l'absurdité de tout ce festival en général. C'est un des plus grands films du néoréalisme rose. C'est ce néoréalisme italien qui a succédé au réel néoréalisme instauré par Rossellini et Visconti. Là, on parle de néoréalisme rose parce que ça se passe plutôt dans les milieux bourgeois, dans les milieux aristos, dans les milieux aisés. C'est Fellini, c'est le grand réalisateur de la décadence. On aura après des films comme Caligula ou des films vraiment comme 8 et demi ou des grands films un peu sulfureux. C'est vraiment un des plus grands films italiens, un des plus emblématiques, hein, la scène de la fontaine de Trévi avec Anita Ekberg et Mastrello Mastroianni, c'est devenu presque une silhouette de l'histoire du cinéma. C'est vraiment un indispensable. C'est une très belle édition DVD d'ailleurs, qui existe aussi en Blu-ray. Hop. Après, on a Les yeux sans visage de Georges Franju. J'en parlais ultérieurement quand je parlais de Psychose ou du Voyeur ou du Masque du démon. Ça fait partie pour moi de ces films d'horreur qui ont vraiment repoussé les limites. Je pense que sans ces films d'horreur extrêmes, on n'aurait pas eu des films comme L'Exorciste ou des films aussi, ouais, aussi provoques, aussi réalistes. Les yeux sans visage, je sais plus si s'il avait fait beaucoup de films avant, Franju, je sais plus combien il est dans sa filmographie, mais oui, c'est un film que je trouve terrifiant, qui sera remaké d'ailleurs par Almodovar avec La Piel Capito. C'est un film avec cette scène là de d'opération clinique très froide, filmée sans musique, une scène de chirurgie qui est mais peut-être une des premières scènes gore de l'histoire du cinéma. Bon, on n'a pas vu pour moi aussi choquant depuis L'œil tranché de Buñuel dans Un chien andalou. Mais c'est un film exceptionnel, vraiment il faut le voir. Franjus c'est un réalisateur qui faisait des films d'information et de sécurité dans les mines pour les mineurs et qui était tellement réaliste et choquant que finalement il en arrivait à faire des films d'horreur. Mais c'est un super réalisateur, un super film. Ensuite, on a encore un Fellini, mais dans une édition René Château, dans beaucoup moins belle que celle de la Dolce Vita. Mais c'est La Strada, hein, peut-être un des films les plus connus qu'il a fait avant son heure de gloire, avant ses grands films comme La Dolce Vita, 8 et demi. Là, on est plus dans une vague, encore une fois, néo-réaliste, très réaliste. On n'est pas dans le néo-réalisme rose, mais c'est vraiment un de ses plus connus, avec Anthony Quinn, et grand film sur le milieu du cirque, la pauvreté, comment s'en sortir à cette époque. Et à côté, on a les Sept femmes de Barberousse, film de Stanley Donen. Alors ça, c'est un film qui a énormément vieilli, qui est très macho, histoire de sept maris qui doivent rencontrer sept épouses. C'est une comédie musicale très cliché, très misogyne, mais moi, bon, je trouve ça très très sympa, très très efficace. Comme toujours, Stanley Donen, c'est un des meilleurs metteurs en scène de comédie musicale. Et là, c'est vraiment sympa à regarder. Faut pas avoir peur du kitsch, faut pas avoir peur de l'époque. Mais voilà, c'est une sorte de croisement entre la mélodie du bonheur et les sept femmes de Barbe Bleue. Ensuite, on a un des classiques de Delberman, qui est un film très beau, une histoire d'amour très réaliste, avec des personnages vraiment authentiques, une histoire un espèce de vieux garçon qui vit avec sa mère, qui n'arrive pas à rencontrer l'amour, et qui finalement va un peu être sous pression de tout son entourage, et va finir par rencontrer une fille qui est pas très belle, enfin comme lui est pas très beau, hein, c'est Ernest Borgnine qui le joue. Ça fait partie un peu de ces films d'amour un peu sociaux, un peu à la brève rencontre de David Lean, ou les films de Martin Ritt. Ouais, c'est un très beau film. Je crois que Scorsese aime beaucoup, par exemple. Et ensuite, on a l'énormissime Géant de George Steven avec peut-être, je crois que le dernier rôle de James Dean, Rogue Hudson et Elizabeth Taylor.
C'est grand drame de presque 4 heures sur la vie d'une famille de pétroliers au Texas, comment ils vont s'en sortir, comment ils vont voler les terres des autres. C'est cette histoire, ouais, voilà, c'est très Dallas avant l'heure, quoi. C'est un très bon film. Oui, je crois que c'est le dernier rôle de James Dean. James Dean qui se la joue un peu Orson Welles dans ce film-là, parce qu'il fait un peu sur Charles Foster Kane, le mec qui va réussir, mais qui va finir seul, qui n'aura jamais eu l'amour de sa vie. C'est un film énorme, un grand film hollywoodien, très classique. Une édition espagnole de L'invasion des profanateurs de sépulture, donc le fameux Body Snatchers, hein. Alors, c'est pas officiellement le premier film qui a construit le mythe des Body Snatchers, parce qu'avant, il y avait L'invasion vient de Mars, qui a été sorti, je crois, 2 ans avant. Cette histoire d'un enfant euh, dans lequel ses parents sont replacés par des extraterrestres, sa prof. Enfin, un film qui a traumatisé aussi beaucoup de réalisateurs du Nouvel Hollywood. Mais là, on a quand même le classique du McCarthyisme, avec Kevin McCarthy qui joue le héros d'ailleurs, hein. Je pense que c'est pas pour rien qu'il a été choisi. On est en pleine chasse aux sorcières de McCarthy. On est en pleine parano communiste. C'est un grand classique de la série B de Don Siegel. Don Siegel, le réalisateur de l'Inspecteur Harry, réalisateur des Proies, réalisateur des Vallées d'Alcatraz, pardon. Oui, c'est le grand film parano. Alors il y a toujours eu un peu ce doute, cette polémique. Est-ce que c'est un film anticommuniste ou alors est-ce que c'est un film anti-macartisme? Ça, c'est au spectateur d'en juger. Mais voilà, c'est le grand film matriciel de toute la parano. On trouvera des bribes de ce film dans des films comme Invasion Los Angeles de Carpenter, ou même jusqu'au dernier pub à la fin du monde d'Edgar Wright. Enfin, chaque décennie a un peu son Body Snatchers. Dans les années 2010, par exemple, on aura le Get Out de Jordan Peele. Mais c'est toujours une espèce de constat un peu de son époque. C'est un grand classique, un des films préférés de Joe Dante, qu'il le cite pratiquement dans tous ses films, et dont il fait revenir à chaque fois Kevin McCarthy dans un caméo. Toujours une référence dans les films de Joe Dante de ce film-là, un film mythique. Et à droite, on a Tout ce que le ciel permet, donc un des grands classiques de Douglas Sirk. Douglas Sirk, grand réalisateur du mélodrame, qui fera Mirage de la vie, qui fera Écriture du vent. C'est ces grands films mélodramatiques en Technicolor, assez méprisés par la critique à l'époque, mais qui va être adoré par des réalisateurs de la nouvelle vague comme Truffaut, comme Godard, qui vont vraiment voir en lui un auteur, hein, d'où leur fameuse politique des auteurs. C'est les premiers à soutenir des réalisateurs comme Douglas Sirk, des réalisateurs comme Hitchcock, des réalisateurs qui ont une patte. Et ça, c'est peut-être un des plus beaux, une histoire d'amour d'une femme un peu mûre, d'une mère de famille accomplie qui va retomber amoureuse, et ça va un peu faire jaser tout son entourage. C'est beaucoup de films souvent sur les commérages, par exemple une histoire dans des banlieues. euh, on va avoir, je sais pas, c'est très près Desperate Housewives, hein, s'il fallait un peu caricaturer, hein. Je compare pas ça à Desperate Housewives, mais voilà, c'est toujours un peu ces femmes au foyer désespérées qui vont un peu crouler sous les non-dits, sous l'opinion publique. Ensuite, on a le grand classique de Sidney Lumet. Bon, là, je vais pas revenir dessus parce que 12 ans mon colère, c'est un des plus grands huis clos, un des plus grands films de pure narration, un des films les mieux écrits. Cette histoire de tribunal, de préparation de tribunal, d'un homme accusé de meurtre qui va être jugé par 12 hommes. C'est un modèle très classique de cinéma qui est encore étudié dans toutes les écoles de cinéma, je pense. Voilà, on va pas revenir dessus, c'est un des meilleurs. Et à droite, on a Derrière le miroir, alors de Nicolas Ray, qui est pas très connu, hein. Nicolas Ray, grand réalisateur de La fièvre dans le sang, de La fureur de vivre. Et là, c'est un petit rôle de James Mason que j'aime beaucoup, qui est une sorte aussi, pareil, sorti la même année que L'invasion des profanateurs de sépulture, en 1956, et qui va même mettre à mal énormément l'American Way of Life et le mode de vie américain. On va voir cette histoire d'un homme, père de famille parfait, professeur, avec une femme aimante, un enfant aimant, intelligent, qui, suite à un traitement à la cortisone, va commencer à devenir de plus en plus fou, de plus en plus parano, et va devenir un cauchemar pour toute sa famille et sa banlieue, et il va faire un peu tomber tous les non-dits de cette banlieue aseptisée, montrer un peu toute l'horreur cachée derrière, un peu à la manière d'American Beauty. C'est un film excellent, avec des moments très dérangeants, qui a énormément choqué, je pense, son époque. Le grand classique de Ingmar Bergman, Le Septième Saut, hein, la fameuse scène de la mort aux échecs. Énorme interprétation de Max von Sydow, grand film.
ce qui se passe au Moyen-Âge. C'est peut-être un des meilleurs films de Bergman, pas mon préféré. Et ensuite, on a L'homme qui rétrécit de Jack Arnold. Alors, ça, c'est peut-être mon Jack Arnold préféré, peut-être un de mes films de science-fiction préférés. À mon sens, bien meilleur que L'Invasion des profanateurs de sépulture. Mais c'est cette histoire d'un homme qui va rétrécir après être passé dans un espèce de nuage, c'est pas trop cosmique, magique, on sait jamais vraiment le pourquoi du comment dans ces films de science-fiction, mais c'est vraiment une métaphore de, voilà, de cet homme qui va devenir petit aux yeux de sa femme, qui va devenir petit aux yeux de la société, et comment tout ça va devenir très symbolique et presque métaphysique, c'est à quel point il va devenir petit, on a une suspension de crédulité qui est très belle dans ce film, la scène du chat, la scène de l'araignée, comment sa propre maison va devenir une épreuve, un danger à surmonter. Un film très philosophique, aussi très beau, qui n'est pas juste une petite série B d'action. C'est un film assez génial, vraiment, qui, pour moi, a pas du tout vieilli, qui reste hyper facile d'accès, hyper facile à regarder encore aujourd'hui. Un des meilleurs films de science-fiction des années 50. Un des meilleurs rôles de Grant Williams. C'est vraiment un film que j'adore, que je vous recommande totalement. Ensuite, on a Le dossier secret de Orson Welles, donc Monsieur Arkadine. Alors, un Orson Welles qui est pas du tout connu, qui est même considéré comme un de ses plus mauvais, alors que moi je l'ai trouvé exceptionnel ce film. C'est un film qui a au moins 10 ou 11 versions différentes. C'est un film charcuté, remonté, un film maudit. C'était le film qui voulait tuer son Citizen Kane, hein. Orson Welles n'en pouvait plus de Citizen Kane, qu'on lui parle tout le temps de ce film. C'était une sorte de Citizen Kane ultime, finale, cette histoire d'homme charismatique, Monsieur Arkadine, qui est inspiré d'ailleurs de plusieurs hommes, je crois qu'il y a un peu une influence de Zaroff, il y a une influence d'un homme qui avait un peu, comment dire, commandité toute la Seconde Guerre mondiale et qui s'était enrichi sur la Seconde Guerre mondiale, ces hommes de l'ombre un peu qui font partie d'une espèce de machination, de complot, de théorie du complot. C'est un film très, très intéressant sur la contamination du mal. Je pense par exemple que cette fin est très identique et a beaucoup influencé la fin du Chinatown de Polanski. C'est un film que j'aime beaucoup, qui parle vraiment des masques derrière, derrière un peu la société, ce côté presque Eyes Wide Shut. Un film moi que je trouve vraiment énigmatique, vraiment fascinant, avec un Orson Welles exceptionnel, totalement charismatique. C'est vraiment pour moi le grand Orson Welles, celui qui est un peu bouffi par le temps, mais qui va dégager quelque chose qui, ouais, à chaque fois, il perce l'écran dans chacune de ses apparitions. Un film que je trouve fascinant, que j'ai vu plusieurs fois. Et L'Homme de l'Ouest, est un des plus grands westerns, un des plus connus d'Anthony Mann, avec Gary Cooper. Ensuite, on a Les Trois Visages de la Peur de Mario Bava. Donc, c'est ce film à sketch, trois histoires. Une avec Boris Karloff, il me semble. Et une qui est terrifiante, l'histoire de la bague et de ce fantôme de cette vieille femme qui revient chercher sa bague volée par une femme. C'est un extrait terrifiant. Et il y en a une autre qui est plus une espèce de giallo avec une histoire de tueur au téléphone. Très parano, très, très giallo, hein. Ensuite, là, c'est à l'envers. Hop, le dernier face à face. Donc ça c'est peut-être un des meilleurs Sergio Solima. Cette histoire de dualité, ce professeur qui va devenir une espèce de bandit à cause de l'influence d'un autre homme. Un film qui renverse totalement le manichéisme et la nature du bien et du mal. Qui est le vrai méchant, qui est le vrai gentil. Solima, des trois Sergio, Sergio Leone, Sergio Corbucci, Sergio Solima, c'est peut-être un des plus radicaux, un des plus violents. C'est peut-être pour moi un des plus beaux, même bon, si je préfère Sergio Leone personnellement, mais un très grand film de western italien. Ombre, alors ça c'est pas très connu, c'est un des Martin Ritt, encore une fois, Martin Ritt, hein. Le plus sauvage d'entre tous, c'est beaucoup de films sociaux. Ombre, c'est une histoire magnifique, un film assez âpre, assez dur, assez crépusculaire, sur cette histoire d'un Indien joué par Paul Newman qui aura toujours vécu dans des réserves et qui va un jour diriger une diligence à travers le désert et qui va être pris en otage et lui va un peu regarder ça de l'extérieur et un peu juger toute la société dans cette diligence qui va représenter un peu symboliquement l'Amérique. Mais c'est un des meilleurs Paul Newman, un des films les plus beaux. Toute la partie de fin, on dirait Rio Bravo de Howard Hawks.
C'est vraiment cette histoire d'homme un peu au-dessus de tout le monde qui va finalement devenir aussi humain que les autres et un peu juger l'humanité. Ensuite, on a Satan mon amour. Alors ça, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Ça, c'était vraiment dans la lignée très La Malédiction, L'Exorciste, Rosemary Baby. C'était un peu la mode de ce genre de film. Film très curieux, très malaisant, avec cette scène avec le chien qui a une tête humaine, très perturbant. On est vraiment dans cette lignée des films de possession et satanistes de l'époque. Assez curieux. Hier, de Richard Attenborough. Richard Attenborough, je sais pas si vous connaissez, c'est le réalisateur de Gandhi, ou cet acteur qu'on voyait dans La Grande Évasion, et qui joue aussi John Hammond dans Jurassic Park. Hop. C'est très dans la mode, dans la lignée du pont de la rivière Kwai, même si pour moi ça vaut pas le pont de la rivière Kwai, mais bon. Tora Tora Tora, autre grand film de guerre. On a La Machine à explorer le temps, adapté de H.G. Wells, et c'est George Pal. George Pal, j'avais déjà parlé de lui sur Tom Pouce, grand réalisateur aussi de l'animation en stop motion. Un réalisateur que j'aime beaucoup. Et ce film, c'est avec Rod Taylor, et j'adore ce film, il est super bien. C'est comme un peu le Jack Arnold, L'homme qui rétrécit. C'est des films de science-fiction qui ont pas trop vieilli, je trouve, qui gardent vraiment un charme et qui ont pas vraiment vieilli, qui sont assez faciles à regarder aujourd'hui, et vraiment, je recommande. Là, j'avais une double séance du village des damnés et de la suite, Les enfants des damnés. L'original de la boutique des horreurs de Roger Corman, donc ce film qui a été apparemment tourné en 2 jours. Premier rôle de Jack Nicholson. On aura le remake de Frank Oz, version comédie musicale avec Rick Moranis. Ensuite, La nuit de tous les mystères. Alors ça, c'est un des films plus connus de William Castle. William Castle, euh, cet homme, cet entertainer du cinéma qui faisait des promos pas possibles sur ses films, qui lançait des squelettes et qui inventait des procédés toujours plus ingénieux pour terroriser son audience. C'est clairement le John Goodman dans Panique sur Florida Beach de Joe Dante est carrément un hommage à ça, à cette vision du cinéma très foraine. Il avait fait aussi ce film 13 fantômes qui va être remaké, mais 13 fantômes, l'original, c'était quand on mettait les lunettes, on voyait les fantômes, et quand on les mettait pas, on voyait pas les fantômes. Enfin, il avait cette idéologie un peu foraine du cinéma, et d'ailleurs qui va un peu influencer Hitchcock sur la promo de Psychose, qui va faire une promo un peu racoleuse comme ça, mais tellement de son époque, tellement originale. Moi j'aime beaucoup ces films-là. Ensuite, on a Cher pour Frankenstein, pareil, édition René Château, c'est vraiment pas bien, les éditions René Château. Mais c'est quand même un film de Andy Warhol, donc c'est vraiment à voir. Et le Eldorado de Howard Hawks. Alors là, on a les OSS 117, les vieux, l'original, les originaux. Hop. Atwaker à Tokyo pour OSS 117. Pas de rose pour OSS 117. OSS 117 se déchaîne. Oula, je l'ai même pas vu, celui-là. Furia Baria pour OSS 117. Bon, les OSS, c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment. Vaut mieux voir les Azanavicius. C'était vraiment les sous-James Bond français. C'est vraiment pas intéressant. C'est pas très bien écrit, c'est pas très bien monté, c'est pas très bien réalisé. Ça manque vraiment d'envergure. C'est dommage. Alors, petit problème de son, bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors là, on a le Django de Corbucci. On a Le Voyage Fantastique, un grand film de Richard Fleischer qui sera remaké par Joe Dante avec L'Aventure Intérieure. Richard Fleischer, un fils de Max Fleischer, les studios Fleischer, les studios qui ont fait les vieux cartoons avec Superman, Coco le Clown, Betty Boop, Popeye. C'est vraiment super intéressant, et c'est vraiment. Bon, là, je suis parti sur Max Fleischer, mais Richard Fleischer est un réalisateur très intéressant qui n'est pas très connu, alors qu'il a fait plein de films différents, dans des styles très différents, du voyage fantastique au 20 milieux sous les mers de Disney, jusqu'à des films très durs comme L'étrangleur de Boston. C'est un réalisateur qui me fait un peu penser à Zemeckis, et on a du mal à mettre un visage sur son nom.
Ensuite, on a Le récupérateur de cadavres. C'est le film qui est célèbre pour avoir été confondu avec l'invasion des profanateurs de sépultures à l'époque, quand les distributeurs, ceux qui font les titres en version française, ont confondu en fait celui-là avec l'invasion des profanateurs de sépultures de Don Siegel, parce que dans le film de Don Siegel, il n'y a absolument pas de sépulture, alors que là, on parle vraiment de récupérateur de cadavres, quoi. Et c'est un petit classique de Robert Wise avec Karloff et Lugosi sur des terreurs de cadavres. Mais le lapsus avec le film de Siegel est assez intéressant. Bon, après, un petit classique avec Fernandel, hein, La vache et les prisonniers, hein, peut-être un des plus connus avec Don Camillo. Après, on a Les chaussons rouges, grand classique de Michael Powell, peut-être un des plus grands films anglais, peut-être un des plus grands films de Powell. Le film préféré de Scorsese, un des plus grands films sur les ballets, sur l'obsession du travail bien fait, influence de plein de choses, Aronofsky par exemple, mais des choses bien meilleures, un grand classique. On a le Elsa Poppin. Alors Elsa Poppin, c'est vraiment l'anarchie cinéma qui part dans tous les sens, qui casse les codes de la narration. Une grosse influence par exemple du Gremlins 2 de Joe Dante, hein. Elsa Poppin est clairement une influence. C'est un film que j'aime beaucoup, hein, complètement délirant, complètement presque Tex Avery-esque, on va dire. Très gros, presque Marx Brothers. Ensuite, on a Le Vieux Fusil, donc ça, c'est le classique de Robert Enrico, peut-être le seul Rip and Revenge français, le seul vigilante français, cette histoire d'un prof qui va venger sa femme violée et brûlée par des nazis dans un village abandonné. Et assez violent, assez dur, un des meilleurs rôles de Philippe Noiret, un des meilleurs rôles de Romy Schneider. C'est un classique du cinéma français, indispensable à voir absolument. Ensuite, on a Le Barbarella de Roger Vadim, un bon film très kitsch, mais film de science-fiction assez important, avec Jane Fonda, assez psychédélique, assez pop art, dans la lignée un peu de ces séries B, françaises, américaines ou françaises. On a Le Touchez pas au Grisby de Becker, bon pas mon Becker préféré, mais un très bon film avec Gabin. On a Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur, peut-être un des tourneurs les plus explicites, assez loin de ces films suggestifs comme la Féline, mais un film presque sur le satanisme et avec une vision très Lovecraftienne des choses, assez intéressant. On a un Américain bien tranquille, alors ça c'est un Mankiewicz pas très connu, que j'avais pris en occasion, pas cher, mais j'ai pas un grand souvenir, il faudrait vraiment que je le revoie, que je leur donne une chance. On a un autre Mankiewicz là qui est beaucoup plus important, hein, beaucoup plus grand, qui est L'affaire Cicéron, qui est avec James Mason aussi, un acteur que j'adore. Très grand film de procès, très grand film noir, un très grand classique du cinéma américain. Film que je recommande aussi à 100%. Et on a L'abbé sanglante de Mario Bava, le classique, peut-être qui va influencer le slasher, notamment un film comme Vendredi 13, hein, les 13 meurtres, ça vient littéralement de l'abbé sanglante. C'est pas le premier giallo à proprement parler, parce qu'il y a une femme qui en savait trop, ou des films comme 13 femmes pour l'assassin, pardon, j'avais un trou de mémoire. Mais c'est vraiment un classique sur cette absurdité, cette tuerie là, où tout le monde est un tueur potentiel, vraiment assez nihiliste, anarchiste, un des meilleurs Mario Bava, un des meilleurs films d'horreur italiens, un classique absolu. Donc voilà. Donc je pense que je vais arrêter là pour cette partie de vidéo parce que ça commence à faire long. Il faut que je range un peu mes DVD et je vais faire une autre partie qui sera encore dans les classiques. On en a encore un bon paquet avant d'arriver dans les années 70-80. Mais ça va être assez intéressant de trier. Donc voilà, à tout à l'heure pour la prochaine partie.